Alors maintenant, nous allons passer à notre deuxième table ronde et je demande à Philippe Lecouvet, Christophe Rupp-Dalem, Yann Hudson, Thierry Stadler et Julien Duguet de bien vouloir venir me rejoindre. Le thème de cette table ronde, valorisation du carbone biosourcé par la bioéconomie. On va commencer avec vous, Philippe Lecouvet. Vous pouvez prendre un micro. Philippe Lecouvet, vous êtes directeur général de l'ACTA, membre de la mission Agriculture Innovation 2025. D'abord un mot sur l'ACTA. C'est quoi l'ACTA ? L'ACTA, c'est une organisation qui rassemble les instituts techniques agricoles. Ces mêmes instituts techniques agricoles ont vocation à être les outils des différentes filières et vocation à répondre aux problématiques des filières. L'ACTA, dans sa coordination, a, elle, la mission de transversaliser les sujets et de les coordonner. Et là, on retrouve quelques sujets qui sont l'objet d'une partie de cette journée. C'est une partie du réchauffement climatique ou des règlements, c'est une partie du numérique, c'est très variable, c'est sur les sols, c'est tout cela. Voilà la mission de l'ACTA, et de défendre aussi la caractéristique et la singularité de notre métier, qui est la recherche appliquée, soit l'imbrication et le positionnement entre la recherche dite plus fondamentale avec les partenaires historiques que sont l'INRA, l'IRSTEA et autres, et puis bien évidemment ceux qui appliquent, que sont les opérateurs économiques, et puis les conseils. Alors vous venez de publier un rapport, on aimerait savoir sur quel sujet précis, et est-ce que vous pensez que ce rapport aura des suites, ou comme beaucoup de rapports, n'aurait éventuellement pas de suite? Je vous réponds à la dernière question, je ne sais pas si c'est pour moi qui vais décider s'il aura des suites ou pas. On a tout fait pour qu'il soit accessible. D'ailleurs, Marie-Cécile m'avait demandé... oui, vous le trouverez là-haut en sortant, vous l'avez déjà pris en rentrant. Oui. Voilà, ça c'est la synthèse. Il est encore mentionné dossier de presse, mais dès demain, ça sera marqué synthèse. Et puis le rapport... C'est pas grave hein, qu'il est marqué dossier de presse. C'est pas très grave. Je dis ça pour la presse. Et le rapport, il est ici, il est tout à fait accessible sur un lien qu'on peut vous transmettre. Et puis ce qui m'est permis quand même de le dire, c'est que je voudrais associer mes trois autres collègues dans cette mission qui a duré 7-8 mois. C'est François Houillet qui est PDG de l'INRA, c'est Jean-Marc Bournigal qui est PDG de l'IRSTEA, et de Pierre Pringuet qui est le président du conseil d'administration de la groupe ParisTech, mais qui, dans son expérience de DG de Pernod Ricard, a été d'un précieux secours. Alors après cet instant, Michel Drucker, qu'est-ce qu'il y a dans votre rapport précisément? Je vois que vous avez dit 30 projets. 30 projets portant sur quoi? Commande de 2 ministères, recherche, agriculture, dans un contexte de nourrir, de changement climatique, d'apport des matières premières, chimie, énergie, matériaux, consultation de plus de 300 personnes, pour arriver à 3 priorités. Ces priorités, elles sont, à mon sens, probablement peut-être pas révolutionnaires, mais elles incitent à travailler différemment, à savoir des approches systèmes, et de faire en sorte que l'agriculture contribue au dérèglement climatique. Ces approches systèmes, ils sont de 2 ordres. La posture, ou toute la démarche multiperformante agroécologique, et la bioéconomique. La bioéconomie, pour reprendre votre définition, la bioéconomie telle que nous on l'a mentionné, c'est valoriser durablement le capital naturel. Voilà, c'est comme ça que c'est mentionné au travers d'une phrase. Ces approches systèmes, ça implique la pluridisciplinarité, ce qui est nouveau par rapport à ces logiques de filière, ne serait-ce que par rapport à notre constitution ACTA et les instituts de filière. Derrière, c'est tout ce qui est technologie numérique, robotique, levier génétique avec toute sa dimension et son cortège d'applications potentielles, mais aussi sa sensibilité d'acceptabilité sociale. Et puis le troisième élément sur lequel, là aussi, j'invite un certain nombre d'acteurs, parce qu'il y a quand même pas mal de coopératives, d'acteurs économiques, de conseils, c'est à la fois compiler l'innovation terrain, c'est décloisonner la recherche et de faire en sorte que l'on puisse agir sur des défis majeurs, je pense à Valérie Dubois,
pour ce qui concerne la vigne, mais ça aurait pu être, il y a quelques années, des nitrates, et on aurait peut-être été un peu plus pragmatique et efficace pour répondre aux problèmes de l'élevage il y a quelques années. C'est également des Living Labs. Alors je ne sais pas, je ne connaissais pas la dimension flagship qui a été mentionnée tout à l'heure. Les Living Labs, ce sont des espaces territoriaux d'accélérateurs d'innovation, d'évaluation, et qui associent l'ensemble des corporations ou des maillons d'un territoire, que ce soit de la recherche, du conseil, des collectivités. Un dernier point, ce rapport, vous l'avez remis à quelqu'un de précis? Nous l'avons remis à 3 ministres en même temps. Ces 3 ministres étaient monsieur le ministre Le Foll, Thierry Mandon, ministre de la Recherche, et Axel Lemaire, le numérique. Ceux-ci nous ont fait une conférence de presse à la suite. Et à votre question, quelle sera la suite? Il y a le premier comité interministériel qui se réunira le 10 décembre prochain pour donner une suite à ce rapport. J'insiste quand même par rapport à la question qu'est-ce qu'il en fera. Il a été fait de façon, et il y a des gens qui me l'ont dit tout à l'heure, de façon accessible, lisible. À chaque fois, c'est 9 axes, trentaine de projets, 90 actions, et tout est fait sous forme de lecture extrêmement rapide, orientée recherche, innovation, développement. Merci. Vous m'avez parlé de M. Le Foll, donc le ministre de l'Agriculture. Bien, il se trouve que Julien Duguet, vous êtes chargé de mission bioéconomie, bioproduits au ministère de l'Agriculture, ça tombe bien. Alors vous portez le projet stratégie de bioéconomie. C'est quoi ce projet? Alors, le ministère de l'Agriculture est en association également avec les ministères en charge de l'économie, les ministères en charge de l'environnement, le ministère en charge de la recherche, se sont associés, mis d'accord sur l'idée qu'il fallait, en France, qu'on puisse disposer d'une vision formalisée, d'une stratégie sur cet objet, sur la bioéconomie. Comme cela existe effectivement, comme on l'a signalé, dans d'autres pays et au niveau de l'Union européenne. Et donc d'essayer de rassembler les idées, rassembler l'existant, rassembler ce qui se fait déjà en la matière, parce qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont portées par ces différents ministères dans ce grand secteur de la bioéconomie, de le rassembler et de voir un petit peu collectivement quelles étaient les voies de progrès, les voies d'amélioration qu'on pouvait dessiner pour essayer d'aller plus loin et de rendre cette approche bioéconomie, qui est vraiment une approche englobante et qui, je pense que la définition qu'on a donnée est intéressante. C'est une approche un petit peu gestionnaire des filières qui sont basées sur le vivant, une approche gestionnaire des ressources naturelles, d'essayer de lui donner corps et de construire un programme de travail commun, collectif, entre ministères et avec les parties prenantes, pour essayer d'avancer dans cette direction. D'accord. Christophe Rupp-Dalem, vous êtes président de l'association Chimie du Végétal. Alors, un mot sur cette association? Oui, donc cette association a un peu plus de 7 ans, 8 ans. En fait, elle regroupe tous les acteurs industriels qui sont en charge de transformer la biomasse en produits donc biosourcés et en matériaux. Donc on compte une 50aine d'adhérents en France. On représente toute cette filière qui va des différents types de biomasse. Ça peut être les céréales, il y a la RD, ça peut être le bois, puisqu'il y a le syndicat Copacel. Ensuite, on a les agro-industriels, des gens comme par exemple Tereos, des sociétés comme Avril au niveau des huiles, Roquette. Et après, on a tous les industriels de la chimie. Donc, qui ont des unités en chimie. Et je ne m'arrête pas là, puisque après, des industriels de la chimie, il va y avoir BASF, Arkema, Solvay, enfin, tous les gros de la chimie, des plus petits aussi. Et après, on a les gens qui sont au niveau de la formulation, donc qui vont transformer ces intermédiaires et ces polymères en matériaux ou en produits de formulation. Ça va être les peintures, les plastiques. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples peut-être très concrets de ce que fait votre association? Donc, très concret. Oui, déjà, vous prenez 2-3 exemples, par exemple. Tout à fait. Déjà, qu'est-ce qu'elle représente, cette association? Elle représente deux chiffres, 10 milliards de chiffre d'affaires en global au niveau de la filière, et aujourd'hui 20 000 emplois, avec, selon une étude ADEME sur la filière chimie du végétal, possibilité de doubler à horizon de 10 ans le nombre d'emplois. Alors, des exemples concrets. Alors, la chimie du végétal, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu une chimie du végétal traditionnelle.
On a toujours vendu de l'amidon, par exemple, pour faire des faux plafonds, pour la papeterie, pour renforcer la fibre, ou des huiles pour la cosmétique ou pour la détergence. Donc il y avait toujours une chimie qui a représenté 5, 6, 7% de la chimie qui était base biomasse. Aujourd'hui, avec la biotechnologie industrielle, c'est-à-dire des micro-organismes ou des enzymes qui vont produire spécifiquement des molécules ou des polymères, on va pouvoir avoir accès à d'autres produits, d'autres matériaux. Lesquels? Donc, par exemple, on développe aujourd'hui, il y a différentes sociétés qui développent de l'acide succinique, qui est produit directement à partir d'un micro-organisme, d'une levure, de l'acide succinique. Ah oui. Donc c'est un acide organique qui est utilisé par exemple pour faire les semelles de chaussures de sport, les élastomères. Donc et remplacer de l'acide adipique qui est issu du pétrole. Alors c'est pas simplement de vouloir remplacer du fossile par du végétal ou du renouvelable, c'est aussi que le bilan d'analyse de cycle de vie est bien plus favorable. 1 kg de succinique dégage, lors de son procédé, 1 kg de CO2. 1 kg d'acide adipique, c'est 8 kg. Donc vous voyez, il y a un écart important. Donc après, il faut discuter pour faire passer ce type d'innovation au sein de toute la filière. Les formulateurs, les brand owners et puis les consommateurs. Est-ce que votre association aussi a un petit côté lobbying ou pas? Alors, l'association a 3 rôles. Rôle de communication. Donc on a un congrès, Plant-Based Summit, tous les 2 ans. On fait pas mal de communication, il y a des position papers, etc. On a un rôle sur la réglementation. On est à l'initiative d'une nouvelle norme européenne sur les produits biosourcés qui va sortir en fin d'année. Et puis ensuite, donc, on a fait communication, normalisation, et on a un rôle sur la réglementation, c'est-à-dire qu'on suit tout ce qui est réglementaire. On travaille, parler de lobbying, et on est en contact avec les différents pouvoirs publics français et européens, et on participe, on a été audité pour justement la stratégie nationale sur la bioéconomie par le ministère de l'Industrie et les 5 autres ministères qui y sont associés. Merci. Yann Hudson, merci de prendre le micro. Vous êtes président de DuPont Europe, alors évidemment un grand acteur de la chimie mondiale. Est-ce que vous pourriez nous dire tout de même 2 mots sur DuPont Europe? DuPont Europe, d'abord, on est moins dans la chimie qu'on était avant, parce que nous avons désinvesti nos activités chimiques à partir du 1er juillet. On est surtout dans l'agriculture et l'alimentation, dans les bio-based industrials, comme on appelle, notre rapport à la bioéconomie, et dans les matériaux avancés. Et bon, en Europe, nous, c'est l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, on a à peu près 13 000 personnes, et on est très actifs pour promouvoir la bioéconomie, parce que nous sommes déjà acteurs. Nous sommes grands fabricants d'enzymes, que Christophe vient de mentionner, et les enzymes, les micro-organismes sont des clés qui desserrent beaucoup de possibilités pour la bioéconomie. Je vais poser la même question donc, à Christophe Rudel. Des exemples très concrets. Vous en auriez 2 ou 3? J'ai 2 ou 3. Nous, ça fait déjà 10 ans qu'on a investi dans une unité de biopropyldiol, qui est un produit à base de sucre par la fermentation. C'est un produit chimique qui est très difficile à fabriquer par une voie de pétrole. Et ce produit-là représente à peu près 35% d'un polymère qui nous, on a baptisé Sorona, qui est un produit qui va dans la moquette. Et ça, c'est un grand succès aux États-Unis parce que les propriétés, les fonctionnalités de cette moquette qui sont supérieures au nylon ou au polyester. C'est plus doux que le polyester et il n'y a pas de taches. On peut enlever les taches facilement par rapport au nylon. Deuxième exemple concret, c'est très récent, il y a 2 semaines, nous avons inauguré la plus grande unité de bioéthanol à base de cellulose du monde à Nevada, Iowa. C'est un investissement de presque $300 millions et ça va produire à peu près, je fasse la conversion, 30 millions de gallons, ça fait 113 millions de litres de bioéthanol. À base de cellulose, c'est-à-dire que c'est à base de la matière première, c'est ce qui reste sur le champ quand vous avez fait la récolte du maïs. C'est pas une usine qui est en France, hein? C'est pas l'usine qui est en France, non. Est-ce qu'il pourrait y en avoir une un jour en France? Justement, nous avons développé cette technologie et inauguré cette nouvelle usine pour démontrer la technologie, pour éventuellement, à ce moment-là, partout dans le monde, faire des licences pour des gens qui sont intéressés. D'autres usines. Combien d'emplois juste en France?
Je sens franc, j'en sais rien, parce que pour l'instant, on n'a pas... Non, pas toute cette usine, mais en ce moment, chez Dupont. Ah, chez Dupont, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, à peu près 12-13 000. D'accord. Thierry Stadler, alors vous êtes président du pôle industrie agro-ressources à l'IAR. IAR, Tout à fait, IAR. c'est-à-dire, point d'interrogation. Donc le pôle IAR, historiquement, a été créé il y a 10 ans dans le cadre de la politique des pôles nationaux de compétitivité. C'est un pôle qui historiquement est basé sur 2 régions, Champagne-Ardenne et Picardie, parce que notre matière première, c'est ce qui est issu aujourd'hui de l'agriculture. C'est un pôle qui s'intéresse effectivement à la bioéconomie, à la bioraffinerie, qui est la déclinaison effectivement industrielle sur un site de la bioéconomie, qui s'intéresse aux produits biosourcés et qui a aujourd'hui à peu près 325 membres, dont 2 tiers sont des industriels. Alors notre mot-clé pour démarrer en tant que pôle de compétitivité, c'est bien sûr le thème de l'innovation, améliorer la compétitivité des entreprises par l'innovation et donc d'aider des entreprises à monter des projets et à financer des projets autour du développement issu de la transformation des produits agricoles. Comme pour les autres, exemple concret. Prenez un exemple. On parlait des biocarburants de seconde génération, on parlait de l'acide succinique, ce sont des projets que l'on a soutenus. Et d'ailleurs aujourd'hui, nous avons depuis la création du pôle soutenu, et labellisé 163 projets qui sont aujourd'hui financés, qui représentent quand même un peu plus de 1,4 milliard d'euros. Mais surtout, nous avons mis en place un écosystème d'innovation avec des démonstrateurs qui permettent de traiter toutes les dimensions de la plante, l'huile, la protéine et aussi la fraction de sucre. D'accord. Alors, messieurs, j'aimerais vous poser une question. Maintenant, tout est bio. Maintenant, en France, quand on dit un mot, on dit bio devant tout le temps. Bioéthanol, bio-machin, bio-truc, bio-machin, tout est bio. Bientôt, ce sera la bio-France, si ça continue. Alors, est-ce que ce mot, les Français, ils ne sont pas habitués encore. Pour eux, ça veut dire pas obligatoirement ce que vous pensez, vous. C'est bien ou c'est pas bien? Alors, déjà, avant de répondre, je vais essayer de donner avec mes propres mots une définition de la bioéconomie. Vous nous en avez donné une tout à l'heure, que je ne connaissais pas la mienne, c'est celle que sur Internet. Que je ne connaissais pas, et d'ailleurs je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Bon, avec mes propres mots, je vais vous dire ce que j'estime être la bioéconomie. Finalement, la bioéconomie, c'est l'utilisation de la biomasse, qu'elle soit donc, on l'a dit, végétale ou animale. Voilà, 2 fois bio, pour des transformations qui vont servir des marchés dans l'alimentaire, c'est quand même la première vocation de l'agriculture, de la chimie, de l'énergie, mais aussi des matériaux, mais en ne perdant pas de vue effectivement qu'on veut substituer du carbone fossile par du carbone renouvelable, ça aussi c'est important, et toujours dans une optique de diminuer l'empreinte environnementale des produits, et notamment baisser le CO2. Voilà, je pense que, et on dit cela, c'est un petit peu plus clair. Christophe Roudelaine, vous vouliez dire quelque chose? Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, je pense qu'il y a un problème qui n'est pas encore résolu aujourd'hui, c'est comment on peut avoir une acceptabilité au niveau des consommateurs sur ce qu'on fait au niveau de la bioéconomie. Parce qu'il y a une incompréhension, et cette incompréhension, elle vient aussi de nos termes, de nos... on parle de biosourcé, de biodégradable. On peut aller dans la rue et demander un jour, bonjour madame, c'est quoi biosourcé? On n'est pas rendu. C'est pas clair, et je pense qu'il faut qu'on ait un travail d'éducation, d'information, de communication pour expliquer exactement ce que c'est en termes de produits, en termes de bénéfices et de vulgarisation. Yann, si je peux juste ajouter, c'est que nos clients pour ces produits biosourcés sont souvent des sociétés comme Procter & Gamble. Par exemple, eux, ils vont prendre une partie de notre production de bioéthanol pour mettre dans leur lessive Tide aux États-Unis. Eux, ils vont positionner ce produit. Je ne sais pas s'ils vont utiliser le terme biosourcé ou naturel, j'en sais rien, mais c'est eux qui savent très bien positionner ces produits vis-à-vis du consommateur. Je pense que nous, en amont, c'est beaucoup plus difficile. Nous, c'est une fourniture de matières premières et c'est les gens qui sont en contact avec le consommateur qui sont les plus aptes à positionner ce qu'ils veulent positionner. Dans les pays anglo-saxons, le mot bio est souvent employé. Oui, ça a été employé aux États-Unis, mais je ne suis pas certain que le citoyen moyen de Iowa sait ce que c'est bioéconomie plus que quelqu'un de Paris. Philippe Lecouvet. Dans notre benchmarking
on n'a pas vu une seule définition cohérente dans tous les pays par rapport à la bioéconomie. Donc je pense qu'il est peut-être temps de s'y intéresser par rapport à ça. Alors nous, dans notre truc, quitte à faire tâche, on appelait ça l'économie circulaire. On s'est déjà un peu dépassé. Et alors, dans le rapport, il est mis que c'est une façon très simplifiée de parler de bioéconomie. Pour autant, je pense, et je suis même un peu certain, qu'il est temps de mettre un petit peu de cohérence et d'avoir une sémantique un peu plus partagée par rapport à tout ça. Non, je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Yann, les anglo-saxons ont un avantage par rapport à ça. Les produits bio, c'est organics, alors que nous, on met le bio partout. Et juste pour compléter sur ce débat, effectivement, il y a un jargon, on emploie des termes qui ne parlent pas aux citoyens lambda, entre guillemets. Néanmoins, intuitivement, c'est quand même, je pense, relativement accessible, cette idée-là qu'on va utiliser du carbone végétal et l'utiliser en lieu et place d'un carbone fossile qu'il faut qu'on laisse sous terre parce que c'est là qu'il est mieux et c'est là qu'il va éviter de... Enfin, là, il n'aura pas d'impact sur le changement climatique. Donc, je pense qu'on peut assez facilement, quand même, expliquer le concept global. Après, derrière bioéconomie, et si on creuse un petit peu, il y a des dizaines de questions qui viennent assez rapidement, qui sont d'ores et déjà posées. Un exemple, c'est celui des biocarburants, où il y a eu des débats sociétaux importants sur est-ce que ça a un impact sur la sécurité alimentaire. Ces débats ont lieu, continuent d'avoir lieu. Et vous savez que les gens sont inquiets sur les biocarburants. Excusez-moi, je réagis. Oui. Il y a quelques années, il y a 10 ans, on roulait à l'essence, on vous disait surtout mettez-vous au diesel, parce que ça ne pollue plus, c'est formidable et tout et tout. Alors on se met au diesel, on achète la voiture plus chère, et maintenant on tue quand on roule en diesel. Comment voulez-vous que les gens vous croient ? Alors là, il faut apporter, il faut expliquer, là il faut faire de la pédagogie, expliquer ce qui se passe, expliquer réellement ce que sont les systèmes de production à l'amont, agricole, industriel, et qui produisent ces produits-là. Et on va s'apercevoir qu'il y a des choses intéressantes en termes de synergie entre des productions alimentaires et des productions alimentaires, qu'on peut utiliser le carbone, donner plusieurs vies au carbone, donc d'abord l'utiliser pour un usage A, et puis l'utiliser pour un même carbone pour un usage B, et puis finalement brûler et l'utiliser en énergie, donc avoir des effets de cascade qui vont être intéressants. Il y a vraiment plein de moyens d'aborder le débat et d'expliquer les choses, et de montrer qu'on peut faire des choses intéressantes et qu'il n'y a pas lieu a priori de s'inquiéter. Il y a lieu de poser des questions et d'y répondre, mais il faut le faire sereinement. Et c'est un des axes de la stratégie de l'économie, ça sera un des axes de la stratégie de l'économie. En tout cas, on voit quand les acteurs, il va falloir qu'on aille vers la société, qu'on puisse en parler et qu'on explique l'intérêt que ça peut avoir. Oui, et si je ne me trompe, je me souviens qu'un des candidats, je ne dirais pas le nom, à l'élection présidentielle avait fait le tour de France en autobus au bioéthanol ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'autobus au bioéthanol qui circulent en France actuellement. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de villes qui se sont lancées déjà depuis de nombreuses années dans l'utilisation des biocarburants, qu'ils soient base diesel ou base, diester ou base biocarburant d'essence. Il y a un grand nombre de villes en France qui roulent avec ces bases énergétiques sans que les gens le sachent. D'accord, ben oui, c'est dommage. C'est ce que je vous amener. Tout comme beaucoup de gens roulent dans leur voiture avec des biocarburants sans qu'ils le sachent. En fait, ce qui se passe au niveau français, au niveau européen, c'est à peu près la même chose. L'impact, que ce soit l'impact des produits biosourcés ou matériaux, voire même des biocarburants, est très faible sur les surfaces agricoles aujourd'hui. Sur la chimie et matériaux, c'est 1 à 2% des surfaces agricoles. Et je pense qu'au niveau des biocarburants, c'est 5-6%, enfin bon, 3, même encore moins, même 3%. Donc si l'objectif de doubler, en fait, on a un objectif de doubler en volume l'utilisation de biomasse pour la chimie, donc produits et matériaux, ça veut dire qu'on passerait de 1 à 2% à 2 à 4%. Donc ça reste très faible par rapport aux surfaces aujourd'hui. Donc il faut pas en fait raisonner en compétition, mais plutôt en complémentarité ou en équilibre des usages. C'est-à-dire que, par exemple, au sein d'une bioraffinerie, quand vous allez développer, je sais pas, de l'amidon pour faire des plastiques, vous allez en même temps produire des protéines pour l'alimentation du bétail. Donc vous avez une complémentarité au sein même de la bioraffinerie, ça c'est le premier point. Et d'autre part, l'impact sur les surfaces est vraiment très marginal. Donc il n'y a pas...
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, de problème, de compétition des usages aujourd'hui sur nos thématiques. Thierry Sadler voulait dire un mot sur le sujet. Donc voilà. Ouais. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors allez-y. Pour répondre à cette question, alors effectivement, faut éviter de voir ça sous l'angle des compétitions, c'est effectivement réduire la perception des sujets et ne pas voir des synergies potentielles. Donc, ça, c'est une première chose à laquelle il faut être attentif, c'est quand on regarde les systèmes, quand on regarde les biomasses disponibles, quand on regarde ce qu'on peut en faire, c'est de voir qu'elles sont utilisables de façon différente et synergique, et que voilà, potentiellement, le risque n'est pas forcément celui qu'on imagine au départ. Ensuite, pour répondre à la question qui est qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui et sur quoi est-ce qu'on peut compter, c'est compliqué de répondre. On pourrait dire en France, on dispose de filières agricoles diversifiées, performantes, on dispose de systèmes industriels capables de transformer ces biomasses agricoles. On possède une forêt, une couverture forestière importante et qui n'est pas forcément exploitée autant qu'on le pourrait. Il y a un delta encore disponible relativement important, et c'est un des grands enjeux de la politique forestière aujourd'hui en France, c'est de mobiliser plus le bois de nos forêts. Donc on voit qu'il y a des choses potentiellement disponibles. Après, il faut arriver à le quantifier, il faut arriver à avoir des outils d'observation qui soient performants, qui puissent être mis à jour régulièrement, qui tiennent compte des réalités économiques, qui tiennent compte de ces systèmes synergiques qui vont utiliser la biomasse de façon complémentaire. Et là, il y a des moyens qui sont mis pour essayer de construire justement des observatoires. Il y a un observatoire national de la ressource en biomasse qui est en place depuis quelques années et qui s'attelle à cette tâche et qui essaye de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on produit en France en termes de biomasse et comment est-ce que c'est utilisé, comment est-ce que ça peut être utilisé demain? Il faut accentuer les efforts pour mieux évaluer, mieux quantifier ces données-là, mais c'est sans doute la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de mettre des moyens pour connaître, pour mieux comprendre et pour mieux savoir ce dont on dispose. Vous me faites penser, excusez-moi, encore de la politique, mais lointaine, au général de Gaulle. Il avait fait un scandale, il est allé à Marcoule, on lui a montré des chercheurs. Et il a dit aux chercheurs, messieurs les chercheurs, que vous cherchiez, c'est très bien, mais ce que je veux, c'est que vous trouviez. Vous voyez ? Thierry Stadler. Oui, juste un petit commentaire additionnel. On peut se poser la question, effectivement, sur le développement des biocarburants de seconde génération. On va mobiliser, effectivement, de grandes quantités. C'est moins vrai sur d'autres usages. Christophe le rappelait. Je rappelle aussi qu'il va y avoir la réforme de la PAC. Il y a quand même pas mal de produits dans le domaine des produits biosourcés qui sont faits sur base fermentaire. Cette réforme de la PAC va impacter le monde du sucre. Nous avons des sucriers dans la salle. Ça devrait se traduire normalement par une augmentation de la production de sucre. Et l'Europe va se trouver en position exportatrice qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Donc c'est peut-être aussi une opportunité pour trouver d'autres usages et amener de la valorisation sur la transformation de ces sucres dans le domaine de la chimie, par exemple. Oui. Je peux juste... vous avez cité Général de Gaulle. Nous, Dupont, nous avons cherché et nous avons trouvé. Parce qu'on a trouvé un nouveau processus pour le bioéthanol à base de cellulose. Nous avons trouvé un polymère 40% à base de sucre. Nous cherchons toujours, et nous ne sommes pas loin d'avoir trouvé d'autres polymères avec des fonctionnalités qu'on ne peut pas trouver à base de pétrole. Mais pour reprendre le témoignage que vous avez fait, 8% du pétrole du monde va dans les matières plastiques. En clair, Thierry Stadler, la question, c'est, si je résume journalistiquement, c'est est-ce que l'innovation fait bon ménage avec l'agriculture, quoi ? De toute façon, l'agriculture s'est impliquée de longue date, effectivement, à travers notamment son système coopératif. C'est très clair, mais pour répondre à la question qui est posée, il y a à la fois effectivement la recherche qui est dans les grands groupes, et aussi toute l'importance aujourd'hui des startups qui font vraiment de l'innovation de rupture, même si souvent elles ne sont pas capables après d'accompagner effectivement le développement sur le marché. Ça soucie souvent à des grands groupes pour le faire, mais voilà. Je pense que les startups aujourd'hui, elles ont un rôle fondamental et qu'il faut les soutenir, et c'est vrai qu'en France, on va beaucoup chercher les innovations sur les startups encore aujourd'hui à l'étranger. Juste pour répondre allez-y. Josco sur pour le futur, quelle innovation, qu'est-ce qu'on voit, etc. Je pense que ça ne suffit pas d'être biosourcé pour trouver un marché considérable. Aujourd'hui, il faut vraiment apporter quelque chose de différenciant, des bénéfices, et avant tout des bénéfices technologiques. Si on arrive à partir de produits biosourcés d'intermédiaires de faire par exemple des nouveaux polymères de performance,
À ce moment-là, les fabricants de plastique vont pas l'acheter parce que c'est biosourcé, ils vont l'acheter pour les performances que ça va apporter. Alors on a un exemple, nous au niveau de Rocket, on produit de l'isosorbide qui est utilisé dans des nouveaux plastiques, et aujourd'hui il y a des verres de smartphone, enfin c'est pas des verres, des écrans de smartphone qui sont faits à partir de ces plastiques incassables. Voilà, donc ça commence. Donc là, c'est pas l'aspect biosourcé en premier, il faut trouver des intermédiaires ou des polymères qui donnent des propriétés nouvelles, différenciantes par rapport aux produits base pétrole. Je voudrais rajouter, alors j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais c'est à peu près ça, qu'effectivement sur une production agricole, aujourd'hui, il y en a quand même les 2/3 qui partent sur l'alimentation animale. Oui. Philippe Lecouvet. Oui, je voudrais vous donner quelques chiffres. J'y reprends pour être sûr de ne pas me tromper. Ils viennent de l'INRA. 73% de la biomasse végétale est consommée par les animaux. Encore ne faut-il pas l'oublier, parce qu'on est quand même ici dans un monde assez élitiste au niveau de la chimie, de la molécule, mais il faudrait quand même revenir à la notion de territoire. Il y a un plan protéines, d'autonomie protéine en Bretagne, avec des énormes projets autour des algues et de choses comme cela. Il y a dans un certain nombre de territoires des travaux qui sont essentiellement faits avec, comment dirais-je, dans nos instituts, en associant tous les opérateurs, sur l'autonomie fourragère, sur des programmes adaptés à des productions de volailles, associant génétique, formules d'aliments, systèmes de production et autres, tout cela dans le sens de 82%, 82 millions de tonnes sur les 73 sont faits à partir de prairies naturelles, prairies temporaires. Je suis peut-être un peu technique pour ceux qui ne sont pas dans le monde de l'élevage, mais 82 millions de tonnes de fourrage, 35 millions de tonnes d'aliments concentrés, dont 8 millions de tonnes de sous-produits de production végétale, tourteaux, huile, pulpe, sucreries, son, drèche, etc. Donc déjà, on est dans une première transformation essentielle, et tout cela n'est que le début d'un long processus. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait longtemps que le monde animal utilise tout cela, mais avec les technologies dont je parlais tout à l'heure, et avec les approches systèmes, nous sommes sur l'agriculture de précision et autres, et qui vont justement mieux opérer, mieux répondre aux besoins à la fois de l'agroécologie, mais aussi de l'univers de la bioéconomie. Je termine, excusez-moi. Sur les effluents d'élevage, ces chiffres sont réels. 1,82 million de tonnes d'azote qu'il faut mettre à comparer aux 2,11 millions de tonnes d'engrais de synthèse. On n'est pas dans un milieu quand même, on est en plein dedans là. Et si on rapproche sur le phosphore, 310 000 tonnes de phosphore organique à comparer aux 286 000 tonnes d'engrais minéraux. Donc on est bien dans une démarche complète, alors économie, bioéconomie, qu'importe, sur lequel il faut quand même associer l'alimentaire, le non-alimentaire, et tout cela sur une gestion des sols et des territoires qui ont vocation quand même à capter du carbone. Il est fait quand même pas mal de choses sur le monde animal. En ce qui concerne les instituts, c'est plus sur le monde animal qu'on travaille que... parce qu'on n'a pas non plus de grandes sociétés qui s'intéressent au monde animal. Donc je veux dire, c'est le chien qui se mord la queue, et par rapport à cela. On va parvenir sur l'économie du monde animal et ses difficultés. Je veux dire, c'est une évidence totale. Pour autant, je fais référence au rapport sur lequel on a bossé pendant 8 mois. On a été dans presque l'incapacité de glisser le monde animal. Je le dis parce que ça nous a... Parce qu'on n'a pas d'exemple, parce que c'est pas structuré, parce que chacun y va un peu avec sa chapelle, et qu'on a du mal, là-dedans, à trouver une cohérence par rapport à cela, et ça nous a terriblement bloqués. Ça a été quelque chose de très difficile. Je me permettrai d'exposer quelque chose qui est partagé avec quelques personnes, mais ça engage, pas l'ACTA, ça m'engage. À savoir que si on continue à gérer le monde animal dans ses structures, tel qu'il est aujourd'hui, il faut s'inquiéter sur son devenir en France. Il faut s'inquiéter parce que la gestion d'un territoire, c'est pas forcément de l'économie. Donc il faut aussi que nos professionnels soient courageux par rapport à des orientations et des visions. Ensuite, est-ce que le monde animal, on ne peut pas le lier systématiquement à du végétal ?
quel que soit l'endroit et le territoire sur lequel nous sommes. Et il faut absolument que l'animal soit associé au végétal. Il contribue dans l'écosystème à la régulation des grands cycles. J'en ai parlé tout à l'heure un tout petit peu sur quelques exemples. Et dans ce domaine-là, on ne peut sauver le monde animal que dans une démarche. Alors, je vais utiliser le mot bioéconomie, tant pis, dans toute sa dimension que je trouve jolie, à savoir de la vie et de l'économie. Faire en sorte que le monde animal sorte par le haut, par le végétal, et dans une démarche et d'un processus bioéconomique. Voilà ce que... Sur ce sujet, Juste pour compléter, mais vu de la stratégie bioéconomique, très clairement, on veut faire attention à ce que toutes les filières basées sur le vivant puissent bien rentrer dans la démarche. Effectivement, on voit bien, on sent bien que c'est moins facile avec le monde animal parce que les sujets d'accroche sont moins évidents. Et je pense que c'est exactement ce que vient de dire M. Lecouvet. On a la méthanisation, on a aussi tout ce qui va être valorisation des graisses animales, qui peut aussi être une façon d'entrer dans le sujet. Ça ne sera pas suffisant, mais c'est une façon d'entrer dans le sujet. Il y a le cracking du lait, il y a plein de choses aussi là-dessus. Mais c'est pour ça qu'une vision territoriale de la bioéconomie est importante, c'est parce qu'elle permet d'englober tous les acteurs, de réfléchir à des projets de territoire et de s'adapter aux spécificités d'un territoire. Et si dans des territoires, c'est le monde animal qui est structurant, qui peut apporter des solutions, il faut compter dessus quand on va déployer nos projets bioéconomiques. Oui, ça me fait penser que dans la biologie, les enzymes, vous achetez une lessive qui nettoie vos vêtements à des températures autour de 30 degrés au lieu de 40, ben c'est grâce aux enzymes. Mais on ne parle pas de biosourcé, bioéconomie, on n'a pas besoin. C'est l'agent actif qui fait ça, c'est ça qui est important. Et je pense que quand on parle de bioéconomie, bon, c'est un outil, c'est un schéma qui crée des emplois et qui crée des innovations. Mais je ne pense pas qu'on a toujours besoin de mettre un label là-dessus. oui, d'ailleurs, ça va dans le sens d'une question qui était là-haut sur la communication. Moi, quand je me suis un peu penché sur le dossier, je ne suis pas spécialiste du tout du biosourcé. J'ai vu que grâce à des produits biosourcés, vous faisiez des déverglaçants d'avions. Je veux dire, vous dites ça aux Français, vous leur apprenez ça, ils disent, dans le fond, c'est bien. Mais comme on ne sait pas ce que ça fait, granulat un peu, mais comme on se dit, ça ne fait pas plus que le tri, vous voyez, des sélectifs, quoi. Pas plus. Et en fait, je pense que vous avez, je le dis comme je le pense moi, alors c'est le journaliste qui parle, le problème de communication. Il faut donner des exemples extrêmement précis aux gens. Ils disent, ah ben oui, ça c'est bien, ça sert. Il y a un point important quand même à souligner, c'est la différence entre OGM et MGM. Et ça, je crois que ça doit vraiment être mis au cœur à chaque fois des discussions. Les OGM, c'est lorsqu'on a modifié le génome de la plante pour augmenter le rendement, être plus résistant, etc. C'est organisme génétiquement modifié. Lorsqu'on parle de biotechnologie industrielle, c'est-à-dire qu'on utilise des micro-organismes, des levures, des bactéries, des champignons, etc., on parle de micro-organismes génétiquement modifiés, de MGM, dans un milieu confiné. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un fermenteur fermé une culture, comme pour faire des enzymes ou d'autres choses. Et donc ça n'a déjà rien à voir. Et quand on entend Dorothée, c'est mélangé. Elle parle de biotechnologie, elle parle d'OGM, etc. Donc on ne sait plus de quoi on parle. Les OGM, c'est sur la plante. Il y a un débat, il y a une grosse discussion là-dessus. Le débat est toujours là en France. Les MGM. Et les MGM, il n'y a aucun débat. Puisque vous êtes en milieu confiné, les micro-organismes ne sortent pas, et après ils sont détruits. Donc là, il n'y a pas du tout de débat, donc on ne doit pas avoir une discussion là-dessus. Les micro-organismes, ce sont des biocatalyseurs qui vont permettre de produire dans un réacteur fermé, où ça peut être continu aussi, mais c'est toujours contrôlé. Donc c'est un milieu contrôlé, confiné, pour fabriquer de nouveaux produits à partir de biocatalyseurs. Yadunson, est-ce que le principe de précaution vous bloque en France ? Sur certains projets que vous avez ou pas? Ou alors est-ce que vous les faites à l'étranger, puis ensuite, on les fait à l'étranger dans le sens où nous sommes une société américaine avec la plupart de nos ressources de recherche aux États-Unis. Effectivement, le principe de précaution n'existe pas aux États-Unis. Je pense que le principe de précaution en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est la façon dont c'est pratiqué. Parce qu'on peut utiliser le principe de précaution pour rien faire. Et ça, c'est très facile, mais l'innovation, les startups ne peuvent pas exister si on dit dès le départ, mais non, vous ne pouvez pas, principe de précaution. On partage ce que disait mon voisin,
il ne semble pas que ce soit une contrainte majeure. Par contre, les réglementations qui en découlent ou qui sont prétexte A sont vraiment un frein à des applications. Alors j'aimerais vous parler un peu de la COP 21, mais je ne sais pas si vous avez une idée. D'abord, comment est-ce que la COP 21, ce que nous avons dit là, et ce matin et cet après-midi, est-ce que ça va être pris en compte dans la COP 21 et comment? Qu'est-ce qui peut me répondre? Ou peut-être dans la salle, quelqu'un? En personne. Bien. La COP 21, d'ailleurs, vous allez... Oui, on va revenir vers vous. Vous allez demander aux Françaises qu'est-ce que ça veut dire. Oh là là. La COP 21. Vous voyez comme quoi on emploie des mots qu'on ne connaît pas et dont on ne connaîtra jamais la signification. Moi, je la connais, vous aussi. Mais... Oui, alors, expliquez-nous. Écoutez, pour ma part, la COP21, elle va donner l'occasion à l'agriculture de s'exprimer et de montrer qu'elle n'est plus un problème, mais une solution. N'est-ce pas? Parce que si l'agriculture, et c'était confirmé par... C'est ce que disait Claude Roy ce matin. Bon, si l'agriculture est capable de stocker, comme le dit Stéphane Le Foll, 4 pour 1000, autant elle va stocker la production annuelle ou l'émission annuelle de gaz à effet de serre, si on respecte la règle des 4 pour 1000, l'agriculture est une vraie solution. Et ça, il faut le vendre, parce que à partir du moment où vous avez expliqué à la société que l'agriculture n'est plus un problème mais une solution, on va beaucoup moins nous titiller sur le reste, sur les pollutions et les machins, les trucs, d'autant plus que j'ai démontré que quand on stocke du carbone, on réduit les pollutions. Mais vous savez comment c'est organisé, la COP21? Il y a des ateliers, il y a des choses comme ça? Oui, il y a des ateliers. Enfin, moi, je vais intervenir pour le groupe Avril Oui. le 4 décembre, où je vais à peu près redire la même chose, et sensibiliser les gens sur le fait que l'agriculture est un vrai potentiel de stockage de carbone, et donc de décarbonisation de l'atmosphère. Et à partir de là, vous savez, l'agriculture, elle a toujours réagi par rapport aux critiques qui lui sont faites en se défendant. Et quand on se défend, on est toujours mauvais, parce qu'on est mis devant un tribunal populaire. Et alors que là, on va attaquer en disant l'agriculture est une solution pour la société. Et donc pour que cette agriculture soit une solution pour la société, il faut apporter plus d'azote, il faut produire plus. Il faut donc des variétés meilleures génétiquement. Il faut produire plus longtemps parce que le soleil il brille 305 jours par an. Et il nous faut donc des moyens de production qui sont et chimiques et autres, de tout poil, mais dont on contrôle effectivement les interactions sur l'environnement et qui permettent à cette agriculture de devenir une vraie solution pour la société, au-delà du fait d'alimenter, parce que ça c'est tellement banal qu'on n'en parle plus. D'accord. Alors, messieurs, oui, vous prenez un micro. Juste pour compléter, elle est dans le même sens que monsieur. Effectivement, la COP21, c'est un processus très global de négociation complexe où nos sujets relativement techniques et pointus, c'est pas forcément évident de leur donner une place, mais effectivement, c'est l'occasion de parler des possibilités, des solutions qui sont que l'agriculture et le monde de la forêt peuvent apporter. Et le projet 4 pour 1000, dont vous avez peut-être parlé ce matin, je ne sais pas, j'étais pas là. Voilà, stockage du carbone dans les sols et voir comment est-ce qu'il faut faire. Donc ce qu'évoque monsieur, oui. Ça c'est un sujet qui va être évoqué, présenté. Le ministre Le Foll en parlera le 1er décembre, je crois. Donc voilà, vous pouvez guetter déjà les communiqués de presse, mais c'est l'occasion d'en parler. Après, il faut aussi profiter de tout ce qui va autour de la COP21, de toutes les démarches qui sont mises en œuvre, la loi de transition énergétique, la stratégie nationale bas carbone, qui sont quelque part des déclinaisons du processus COP21, et où là, on entre plus dans les détails, et où on peut parler bioéconomie, et où les matériaux biosourcés trouvent une place. Et c'est dans la loi de transition énergétique notamment. Alors messieurs, vous n'allez pas échapper à ce qu'ont fait vos camarades qui étaient là ce matin, c'est-à-dire à vous prêter un petit exercice journalistique, c'est-à-dire de conclure chacun en 1 minute, dans cette conclusion, de dire aux gens qui sont assis là, voilà ce que vous voulez que je retienne de ce que j'ai dit. On commence par vous, Christophe Roukdalem. D'accord. Donc, je dirais ce matin, en fait, ce qu'on a vu, c'est des solutions pour décarboner l'énergie, puisqu'on a parlé beaucoup d'énergie, de biogaz, etc. Avec la chimie du végétal, on va défossiliser l'industrie. C'est-à-dire que le carbone, il est aussi dans l'organique. Donc, on va pas se passer de carbone. Et ça sera du carbone organique, du carbone de la biomasse. Et aujourd'hui, la chimie du végétal va se développer en apportant de nouvelles solutions.
Bon, ça sera biosourcé, ça aura un avantage environnemental, quelquefois un avantage santé aussi, mais c'est surtout d'apporter des nouvelles fonctionnalités techniques sur le marché pour les consommateurs. D'accord, on va pas suivre dans l'ordre. Non, c'est Philippe Lecouvet. On va changer un peu. Je n'étais pas là ce matin. C'est décloisonner, Plus fort. décloisonner l'ensemble des secteurs, recherche, ingénieurs, développement et autres, et de faire en sorte de contribuer à répondre aux besoins des territoires et des diverses agricultures, et faire en sorte que nos paysans puissent vivre décemment dans la valorisation de leurs produits. Julien Duguay. Dire que les pouvoirs publics, les services de l'État sont pleinement conscients des opportunités qui sont derrière la bioéconomie et que les ministères rassemblés réfléchissent à pouvoir mettre en avant ce principe de bioéconomie et que nous sommes preneurs des avis des uns et des autres et des contributions des uns et des autres pour alimenter une réflexion et construire une vision qui soit vraiment partagée. Formidable, on pourrait vous engager dans la presse. Vous faites moins d'1 minute. Thierry Stadler. Deux choses. La première, on l'a vu, c'est un terme relativement nouveau. Il est apparu en 2012 en Europe, donc il faut communiquer auprès du grand public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore mesurer les apports de la bioéconomie parce qu'on ne tient pas compte des externalités, qu'elles soient d'ailleurs positives et négatives. Et c'est normal d'ailleurs, parce que le propre d'une externalité, c'est quand un agent produit quelque chose, ça interfère sur un autre agent sans qu'il y ait effectivement d'échanges économiques, de transactions économiques. Et c'est pour ça que pour réussir ce thème de la bioéconomie, on a besoin effectivement de l'engagement du public aux côtés du privé. Et j'espère que la feuille de route que l'on attend va y contribuer. Yann Hudson. Puisque vous avez parlé de la COP 21, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a des solutions pour le monde, pour atténuer les problèmes climatiques. Les solutions viennent à la fois de l'agriculture, à la fois de la science. Mais ce qu'il faut, c'est d'accepter qu'il y a un coût et il faut accepter qu'il faut de la volonté pour les mettre en place. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci.